Elle m'a dit un jour que ma cuisine n'était digne que d'une cantine scolaire. Elle m'a dit que je manquais d'ambition, que je n'avais pas le feu sacré nécessaire pour survivre dans ce monde de requins. Ce soir-là, alors que je la regardais faire ses valises, elle a ri en voyant mes larmes. Elle a dit: Ne t'inquiète pas, tu trouveras quelqu'un qui appréciera tes pâtes au beurre. Moi, je vise les étoiles. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, elle a rampé à mes pieds. Elle m'a supplié de manger son plat signature. Elle a pleuré pour que je sauve sa carrière, que je ne publie pas ce que j'avais écrit. Mais le plus drôle dans l'histoire, c'est qu'au moment où elle me suppliait, je n'avais plus faim. L'appétit m'avait quitté, tout comme l'amour que je lui portais autrefois. Mais avant d'en arriver à cette douce, très douce vengeance, il faut que vous compreniez d'où nous sommes partis. Il faut que vous compreniez la saveur amère de l'humiliation. Flashback, il y a 3 ans. Je me souviens de l'odeur. C'est toujours l'odeur qui reste gravée en premier. Ce soir-là, l'appartement sentait le thym frais, l'ail confit et le beurre noisette. Une odeur ronde, enveloppante, rassurante. J'avais passé 4 heures en cuisine. 4 heures pour préparer un risotto au cèpe et à la truffe noire, avec un médaillon de veau cuit à basse température. Je n'étais pas chef, pas officiellement. Je travaillais dans la logistique le jour, un boulot ennuyeux à mourir, mais le soir, ma cuisine devenait mon laboratoire, mon sanctuaire. J'étudiais les techniques d'escoffier, je maîtrisais mes brunoises, je comprenais la chimie des émulsions. Je cuisinais par amour. Et surtout, je cuisinais pour elle. Amandine. Amandine était belle, une beauté froide, tranchante, comme un couteau japonais fraîchement aiguisé. Elle travaillait dans le marketing pour des marques de luxe. Elle aimait ce qui brillait, ce qui était exclusif, ce qui coûtait cher. Elle aimait l'image, pas la substance. J'entends encore le bruit de la clé dans la serrure. Julien, c'est quoi cette odeur de graillon a-t-elle lancé en jetant son sac Hermès sur le canapé. Mon cœur s'est serré. Ce n'était pas du groyon. C'était le parfum délicat d'une réduction de jus de veau qui avait mijoté pendant 6 heures. C'est le dîner, ai-je répondu avec un sourire timide. J'ai trouvé des cèpes magnifiques au marché ce matin. Assieds-toi, je dresse l'assiette. Elle s'est assise, gardant son manteau sur les épaules, pianotant frénétiquement sur son téléphone. J'ai déposé l'assiette devant elle. C'était parfait. Le riz était al dente, la liaison crémeuse sans être lourde, le jus de viande formait un cordon brillant, presque miroir, autour de la viande rosée. Elle a levé les yeux, a piqué une fourchette distette, a mâché 2 fois et a repoussé l'assiette. « C'est lourd » a-t-elle soupiré. « C'est rustique ?»« Rustique, c'est de la cuisine française classique, Amandine. C'est de la technique pure. »« Justement » a-t-elle coupé sèchement. « C'est vieux, c'est dépassé, comme toi. » Le silence qui a suivi était plus assourdissant que le fracas d'une pile d'assiettes s'écrasant au sol. Elle s'est levée. « Je te quitte, Julien. »« Quoi ? Mais pourquoi ? » ?»« Parce que je m'ennuie. Regarde-toi. Tu es content de ta petite vie, de tes petits plats mijotés, de ton petit confort. Tu n'as aucune ambition. Tu es un amateur. Et moi, j'ai rencontré quelqu'un. Elle a prononcé ces mots avec une fierté déconcertante. Il s'appelle François Xavier. Il est chef, un vrai chef. Il vient d'investir dans un projet immobilier pour ouvrir le restaurant le plus en vue de Paris. Il a de la vision, il a du talent. Toi, tu es juste un cuisinier du dimanche. Elle m'a regardé de haut en bas, comme si j'étais une erreur de commande, un plat renvoyé en cuisine. Reste avec tes casseroles, ce Julien. Tu ne seras jamais rien d'autre qu'un homme moyen qui fait de la cuisine moyenne pour des gens moyens. Adieu. Et elle est partie. Elle a laissé le risotto refroidir. La graisse du veau a commencé à figer, formant une pellicule blanchâtre sur la viande. C'était la métaphore parfaite de ma vie à cet instant. Froide, figée et sans saveur. 3 ans. En 3 ans, le monde peut changer. Les saisons passent, les menus changent, les tendances du culinaire évoluent. Amandine n'avait pas menti sur une chose. Elle avait de l'ambition. Ou plutôt, elle savait s'accrocher à ceux qui en avaient. François Xavier, son vrai chef, s'était avéré être un investisseur plus qu'un cuisinier, mais avec l'aide d'Amandine au marketing, ils avaient bâti un empire. Et le joyau de cet empire venait d'ouvrir ses portes il y a 2 semaines. Le Céleste, tout Paris en parlait. Les influenceurs se bousculaient pour faire des selfies devant le mur végétal à l'entrée. Les magazines vantaient une expérience sensorielle inédite, une révolution gastronomique.
On parlait de listes d'attente de 3 mois, de prix exorbitants et d'une exclusivité féroce. Amandine était devenue la reine de la nuit parisienne, la directrice de cet établissement, filtrant les entrées comme on trie les grains de caviar. J'étais assis dans mon bureau, un espace minimaliste, silencieux. Devant moi, un article de presse sur son écran. Le Céleste, la nouvelle étoile qui fait trembler la capitale. Sur la photo, Amandine rayonnait, un verre de champagne à la main, un sourire carnassier aux lèvres. Je devais y aller. Non pas par nostalgie, non pas pour la reconquérir. J'avais besoin de voir, j'avais besoin de goûter. J'avais besoin de savoir si l'arrogance avait du goût. J'ai décroché mon téléphone, j'ai composé le numéro du restaurant. Bip, bip, bip. Le Céleste, bonjour. La voix de la standardiste était mielleuse, mais d'une manière artificielle, comme un sirop industriel trop sucré. Bonjour, dis-je d'une voix calme. Je souhaiterais réserver une table pour ce soir, pour une personne. Un petit rire étouffé à l'autre bout du fil. Ce soir, monsieur Plaisant, j'imagine, nous sommes complets jusqu'en février prochain. Et nous ne prenons pas de réservation pour une personne seule. Cela bloque une table de 2. C'est la politique de la maison. Je sentais la colère monter, une chaleur sèche dans ma gorge, mais je suis resté impassible. Je comprends. Pourriez-vous me passer la directrice, Madame Amandine Vasseur? C'est personnel. Dites-lui que c'est Julien. Julien Morel. Il y a eu un silence, puis une musique d'attente insupportable, du jazz lounge générique. J'ai attendu 2 minutes, 3 minutes, c'est une technique de pouvoir. Faire attendre l'autre pour lui montrer qu'on a le contrôle du temps. Puis, le déclic. Julien, sa voix n'avait pas changé, toujours ce timbre hautain, un peu traînant, teinté d'ennui. Bonjour Amandine, félicitations pour l'ouverture. Qu'est-ce que tu veux? Je suis en plein briefing avec le personnel, je n'ai pas de temps à perdre avec les fantômes du passé. Je voulais juste dîner, Amandine. La standardiste m'a dit que c'était complet, mais je me disais que pour les vieux amis, elle m'a coupé par un rire cruel, tranchant. Ami, tu es sérieux? Julien, écoute-moi bien. Le Céleste n'est pas une pizzeria de quartier. Ici, on sert de l'art. On sert l'élite. On a des sénateurs, des acteurs, des critiques internationaux ce soir. Elle a marqué une pause, savourant son effet. Et toi, tu fais quoi? Tu es toujours dans ta logistique minable. Tu cuisines toujours tes petits ragoûts le dimanche? Je n'ai rien répondu. Je la laissai s'enfoncer. Honnêtement, Julien, continua-t-elle, sa voix dégoulinant de mépris, même si j'avais une table, je ne te la donnerais pas. Tu n'as pas le profil, tu n'as pas le code vestimentaire, et soyons francs, tu n'as pas les moyens. Le menu dégustation commence à 250 € sans les vins. C'est la moitié de ton loyer, non? Mes doigts se sont serrés sur le téléphone. Non pas de tristesse, mais de cette rage froide, celle qui vous donne une clarté absolue. Tu refuses donc ma réservation, ai-je demandé doucement. Je refuse ta présence, Julien. Tu ferais tache dans le décor. Retourne à tes macaronis, laisse la haute gastronomie aux professionnels. Clac! Elle a raccroché. Le son de la tonalité morte résonnait dans mon oreille comme une gifle. Elle pensait m'avoir écrasé. Elle pensait m'avoir remis à ma place, celle du petit ex-copain médiocre et fauché. Elle pensait que l'histoire s'arrêtait là. Elle ignorait une chose capitale. Elle ignorait ce que j'avais fait de mes 3 dernières années. Elle ignorait que la logistique n'était plus qu'un lointain souvenir. Elle ignorait que l'homme qu'elle venait d'humilier tenait entre ses mains le pouvoir de vie ou de mort sur n'importe quel restaurant de ce pays. Je me suis levé. J'ai marché jusqu'à mon coffre-fort encastré dans le mur. J'ai composé le code. La lourde porte s'est ouverte. À l'intérieur, pas d'argent, pas de bijoux, juste un petit carnet Moleskine noir usé par le temps et une pile de cartes de visite ivoire épaisse avec une simple gravure dorée, le guide, direction de la critique gastronomique. J'ai souri, un sourire sans joie. Très bien, Amandine, ai-je murmuré à la pièce vide. Tu ne veux pas de Julien? Alors tu auras le critique, et je te promets que ce dîner, tu ne vas jamais le digérer. La guerre était déclarée, et la première bataille allait se jouer sur le terrain de la réservation. Amandine avait raison sur un point. Le Julien qu'elle avait quitté 3 ans plus tôt n'existait plus. Ce Julien-là, celui qui pleurait en remuant son risotto, était mort le soir où la porte s'était refermée sur elle. Ce qu'elle ignorait, c'est ce qui avait poussé sur les cendres de mon cœur brisé. Après son départ, je n'ai pas cherché une autre femme. J'ai cherché la perfection.
J'ai démissionné de mon poste en logistique le lendemain. J'ai pris mes économies et je suis parti. Non pas pour devenir chef, je savais que je n'avais pas l'endurance physique pour le coup de feu quotidien d'une cuisine, mais pour comprendre l'essence du goût. J'ai mangé dans les boui-boui de Bangkok, j'ai goûté aux fermentations millénaires à Kyoto, j'ai étudié les sauces mères à Lyon. J'ai aiguisé mon palais comme on aiguise une lame d'acier Damas. J'ai appris à déceler une pincée de sel en trop, une cuisson prolongée de 30 secondes, une herbe cueillie la veille, au lieu du matin même. J'ai commencé à écrire. D'abord un blog anonyme chirurgical. Mes critiques étaient brutales mais justes. Elles sont devenues virales. Le milieu a commencé à trembler. Et un jour, le téléphone a sonné. C'était le guide, le fameux guide rouge, la Bible. Il cherchait une nouvelle plume, un nouveau palais d'or. Aujourd'hui, je ne suis plus Julien Morel, l'ex-copain pathétique. Je suis l'ombre. Je suis le directeur de la critique gastronomique pour la France. Mon visage est un secret d'État. Seuls 3 membres du conseil d'administration connaissent ma véritable identité. Pour le reste du monde, je suis un fantôme qui paye ses additions et qui laisse des carrières en ruine ou des chefs au sommet de la gloire. Amandine pensait que je n'avais pas l'ambition. L'ironie est délicieuse. Elle cherche la lumière des projecteurs, les paillettes et les articles sponsorisés. Moi, je suis l'homme qui tient l'interrupteur. Je peux éteindre sa lumière d'une seule phrase. Je me suis rassis à mon bureau. J'ai repoussé le téléphone fixe. Il était temps d'utiliser les grands moyens. J'ai sorti mon portable personnel, un appareil sécurisé, et j'ai composé le numéro d'une conciergerie privée très exclusive, le genre de service réservé aux têtes couronnées et aux milliardaires que le guide utilise pour ses inspections incognito. Conciergerie Platinum, Pierre à l'appareil. Bonjour monsieur. Code 7 Alpha Gourmet, ai-je dit froidement. Le ton de Pierre a changé instantanément. De professionnel, il est devenu servile. Il savait qui appeler, même sans nom. Monsieur le directeur, quel honneur, comment puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai besoin d'une table pour ce soir, un couvert, au Céleste. J'ai entendu Pierre hésiter. Le Céleste, c'est l'endroit le plus compliqué de Paris en ce moment, monsieur. Il refuse soit tout le monde. Même le ministre de la Culture a eu du mal à... Pierre, l'ai-je coupé? Je ne suis pas le ministre de la Culture. Je suis le guide. Trouvez-moi une table. Je me fiche de l'emplacement. Je veux juste être assis dans cette salle ce soir. Utilisez le nom Monsieur Leblanc. Il y a eu un silence de quelques secondes, ponctué par le bruit furieux d'un clavier. Laissez-moi voir. Ils ont une table de contingence, la table poubelle, si vous me passez l'expression, celle qu'ils gardent pour les dépannages de dernière minute ou les touristes insistants qu'ils veulent cacher. Elle est celle mal placée, près du passage cuisine. Elle sera parfaite, ai-je répondu. Réservez-la pour 20h30, au nom de Monsieur Leblanc. C'est fait, monsieur. Une excellente dégustation à vous. J'ai raccroché. La première étape était franchie. J'étais à l'intérieur. Maintenant, l'apparence. Amandine m'avait attaqué sur mon code vestimentaire. Elle se souvenait de mes pulls en laine un peu lâches et de mes jeans confortables. Elle pensait que l'élégance se résumait à des logos apparents et des marques criardes. Je suis entré dans mon dressing. J'ai laissé courir mes doigts sur les tissus. Il fallait que je sois impeccable, mais invisible. Le but d'un critique n'est pas d'être vu, c'est de voir. J'ai opté pour un costume bleu nuit, une laine froide italienne, coupée sur mesure par un tailleur napolitain qui ne prend que 10 clients par an. Pas d'étiquette, pas de logo, juste une coupe architecturale qui tombe parfaitement, une seconde peau d'une élégance absolue, une chemise blanche en popeline de coton égyptien, sans cravate, col ouvert. À mon poignet, j'ai attaché ma montre, pas une Rolex clinquante comme celle que François-Xavier devait sûrement arborer. Non, une A, Lange&Söhne, un chef-d'œuvre d'horlogerie allemande, discrète, au cadran épuré, dont le prix dépassait probablement le coût de l'équipement complet de sa cuisine. « Tu n'as pas les moyens, avait-elle dit. Si seulement elle savait que le guide payait ses critiques principaux comme des PDG du CAC 40. Mais l'argent n'avait jamais été mon moteur, c'était la justice du goût. Je me suis regardé dans le miroir en pied. L'homme qui me regardait n'avait plus rien de l'amoureux transi d'autrefois. J'avais perdu du poids. Mes traits s'étaient assez durcis. Mes yeux, autrefois rieurs, scannaient désormais chaque détail avec une précision laser. J'avais l'air froid, j'avais l'air dangereux.
J'ai glissé ma main dans la poche intérieure de ma veste pour vérifier la présence de mon arme la plus létale. Ce n'était pas un pistolet, c'était un petit carnet Moleskine à couverture noire et un stylo plume, Montblanc à l'encre indélébile. Ce carnet contenait les destins de centaines de chefs, une étoile gagnée ici, une étoile perdue là, des larmes de joie et des faillites. Ce soir, une nouvelle page allait s'écrire. J'ai quitté mon appartement. En bas, un chauffeur m'attendait. Un avantage du métier pour éviter les problèmes de stationnement et rester concentré. « Où allons-nous, monsieur ?» a demandé le chauffeur. « Au Céleste, rue de Rivoli. Le nouveau restaurant à la mode ? Il paraît que c'est incroyable. J'ai regardé par la vitre teintée les lumières de Paris défilant sous mes yeux comme des promesses non tenues. « C'est ce qu'on dit, ai-je murmuré. C'est ce qu'on dit. Mais la mode se démode, Marcel. Seule la qualité reste. Et ce soir, nous allons vérifier la qualité. » La voiture a glissé dans la nuit parisienne. Mon cœur battait lentement, régulièrement. Pas d'adrénaline de peur, juste le calme avant la tempête. Amandine voulait jouer dans la cour des grands. Elle voulait humilier les amateurs. Très bien. Le grand inquisiteur arrivait pour dîner. Et il avait très faim de vérité. L'entrée du Céleste ressemblait plus à l'accès VIP d'une boîte de nuit ibérique qu'au seuil d'un temple de la gastronomie. Des cordons de velours rouge retenaient une foule compacte d'influenceurs, téléphones levés, espérant capturer une story Instagram qui validerait leur existence sociale. Le portier, un colosse en costume noir, scannait la foule avec le mépris d'un gardien de prison. Je me suis frayé un chemin. « Bonsoir, réservation au nom de Leblanc », ai-je annoncé. Il a consulté sa tablette, froncé les sourcils, puis m'a laissé passer à contre-cœur, comme si je venais de tricher à un examen. À l'intérieur, le choc sensoriel fut immédiat, et pas dans le bon sens du terme. La première règle d'un grand restaurant, c'est l'éclairage. Il doit flatter le visage des convives et sublimer la couleur des plats. Ici, c'était la pénombre, percée de néons violets et dorés. On se croyait dans un aquarium pour milliardaires dépressifs. La musique, une sorte d'électro-lounge générique, était trop forte. Beaucoup trop forte. Elle ne permettait pas la conversation feutrée. Elle imposait le silence ou le cri. C'est une technique connue des restaurateurs médiocres. Saturer l'ouïe pour distraire le palais. L'hôtesse, une jeune femme, mannequin, qui semblait s'ennuyer mortellement, m'a toisé. « Monsieur Leblanc, suivez-moi. » Elle ne m'a pas guidé vers la salle principale sous la magnifique verrière que j'avais vue en photo. Non. Elle m'a conduit vers le fond, près du couloir de service. « Voici votre table, la fameuse table 4, le purgatoire. » J'étais coincé entre la porte battante des cuisines et l'accès aux toilettes. À chaque fois qu'un serveur sortait, je recevais un courant d'air chargé d'odeurs de plonge et de graisse chaude. À chaque fois qu'un client allait se poudrer le nez, il frôlait ma chaise. C'était la table qu'on donne aux gens qu'on veut voir partir vite. « Merci, c'est charmant », ai-je dit avec une ironie qu'elle n'a pas relevée. Elle a déposé la carte sans un mot et a disparu. Je n'ai pas ouvert le menu tout de suite. J'ai observé. C'est la déformation professionnelle. J'ai observé le balai de la salle, ou plutôt la cacophonie. Les serveurs couraient. Dans un restaurant étoilé, le personnel ne court jamais. Il glisse. Ici, c'était la panique. J'ai vu un serveur essuyer telle une assiette avec le bas de son tablier avant de la servir. J'ai vu un sommelier verser un bourgogne rouge trop vite, créant des bulles, un sacrilège. Et puis, je l'ai vue, Amandine. Elle traversait la salle comme une reine traversant sa cour. Elle portait une robe fourreau noire, dos nu, vertigineuse. Elle s'arrêtait aux tables des importants, posant une main manucurée sur l'épaule d'un producteur télé, riant aux éclats, à la blague d'un footballeur. Elle rayonnait de cette confiance artificielle que donne le succès rapide. Son regard a balayé la salle, vérifiant son royaume. Et ses yeux se sont posés sur le coin sombre, près des toilettes, sur moi. Son sourire s'est figé, un masque de glace est tombé sur son visage. Elle a excusé sa conversation, a marché droit vers moi. Le claquement de ses talons sur le parquet ciré résonnait comme un compte à rebours. Elle s'est arrêtée avec hauteur de ma table, me surplombant. « Tu as du culot, Julien » lâcha-t-elle à voix basse. Mais le venin était audible. « J'ai juste faim, Amandine. Et j'ai eu de la chance. Une annulation de dernière minute, apparemment. » Elle a reniflé avec dédain, scannant mon costume. Elle n'a pas reconnu la coupe napolitaine, ni la montre à mon poignet. Elle ne voyait que ce qu'elle voulait voir, son ex, le petit logisticien. « Tu as cassé ta tirelire ou tu as l'intention de faire la plonge pour payer l'addition ? Ne t'inquiète pas pour mes finances.
Inquiète-toi pour ton service. Ça fait 20 minutes que je suis assis et personne ne m'a proposé d'eau. Elle a eu un petit rire sec. Tu n'es pas une priorité ici, chérie. Regarde autour de toi. J'ai des gens qui pèsent moi des millions dans cette salle. Toi, tu bouches un trou. Elle s'est tournée vers un chef de rang qui passait par là, un jeune homme aux cheveux gominés, l'air stressé. Elle l'a attrapé par le bras, assez fort. Sébastien, la table 4, pas de précipitation. Servez d'abord la table 12 et la 8. Monsieur, ici, a tout son temps. C'est une vieille connaissance qui n'a pas besoin d'égards particuliers. Faites-le attendre un peu, ça lui apprendra la patience. Sébastien a hoché la tête, un peu gêné et affilé. Amandine s'est repenchée vers moi, son visage proche du mien. Son parfum, un mélange capiteux de tubéreuse et de vanille, m'a pris à la gorge. Trop fort. Ça allait tuer le goût du vin. Erreur de débutante. Profite bien de ton repas, Julien. Essaie de ne pas t'étouffer avec ton aigreur. Elle a pivoté sur ses talons et est repartie vers la lumière, me laissant dans l'ombre. J'ai sorti mon carnet Moleskine. J'ai noté accueil déplorable, discrimination client affichée, directrice toxique envers le personnel et les clients. Ambiance bruyante, inadaptée à la dégustation. 35 minutes plus tard, l'entrée est arrivée, intitulée sur la carte l'éveil de l'océan, carpaccio de Saint-Jacques, écume de yuzu, perles de caviar fumé, brume de verveine. Prix 48 euros. L'assiette était magnifique, je dois l'admettre. Une œuvre d'art visuel. Il y avait de la glace carbonique sous l'assiette qui créait une fumée blanche, la brume, des fleurs comestibles violettes disposées à la pince à épiler et une mousse aérienne. C'était très instagrammable. C'était fait pour être photographié, pas pour être mangé. J'ai pris ma fourchette, j'ai goûté. L'analyse fut instantanée et brutale. La Saint-Jacques était tiède. Un carpaccio doit être servi frais, pas à température ambiante de cuisine surchauffée. La texture était pâteuse, signe d'un produit décongelé ou coupé trop longtemps à l'avance. L'écume de yuzu, de l'air, juste de l'air acide. Le yuzu est un agrume puissant. S'il n'est pas dosé au milligramme, il tue tout. Ici, il annihilait la douceur du coquillage. Je ne sentais plus la Saint-Jacques, je ne sentais que l'acide citrique agressif. Et le caviar fumé. Ce n'était pas du caviar, c'était donc des œufs de lompe colorés avec un arôme de fumée liquide artificielle qui restait accroché au palais comme un mauvais bonbon. J'ai posé ma fourchette. C'était un plat prétentieux, déséquilibré, qui privilégiait l'effet « waouh » visuel au respect du produit. J'ai noté entrée, coquille vide, produit de qualité médiocre masqué par des artifices techniques mal maîtrisés. Déséquilibre total des saveurs. Température dangereuse. J'ai attendu 45 minutes pour la suite. Pendant ce temps, je voyais les plats défiler vers les tables VIP. Des cloches en argent, des serveurs en ombre. Moi, j'avais mon verre d'eau vide et mes miettes de pain sur la nappe. Amandine passait au loin, m'ignorant superbement, riant fort, une coupe de champagne toujours à la main. Elle buvait pendant le service. Une faute professionnelle grave. Un patron doit garder l'esprit clair. Le plat principal est arrivé. Le tigre qui pleure, revisité. Bœuf wagyu, grade A5, mousseline de topinambour à la truffe noire, jus corsé au chocolat amer. Prix 110 euros. L'assiette est arrivée tiède. Le serveur l'a posée sans un mot d'explication et est parti en courant. J'ai regardé la viande. Du wagyu, A5, impossible. Le gras intramusculaire du vrai wagyu fond à 25 degrés. Il a un marbrage spécifique. Ce morceau-là avait du gras, oui, mais du gras grossier. C'était une entrecôte de bœuf standard, probablement d'origine douteuse, vendue au prix de l'or. J'ai coupé un morceau. La cuisson demandée était saignante. La viande était grise à l'intérieur, à point, voire bien cuit. Pour une viande de ce prix, affichée, c'est un crime culinaire. C'est insulter l'animal et l'éleveur. J'ai goûté la mousseline. L'odeur m'a sauté au nez avant même qu'elle ne touche ma langue. Huile de truffe synthétique. Le 2,4-dithiapentane. Un composé chimique dérivé du pétrole qui imite l'odeur de la truffe pour tromper les ignorants. Ça n'avait aucune subtilité, c'était écœurant, gras, saturant. Le jus au chocolat, trop réduit, amer, brûlé, il apportait une astringence désagréable qui asséchait la bouche.
C'était immangeable. C'était la cuisine d'un chef qui a lu des livres de recettes, mais qui n'a jamais appris à goûter. C'était de la cuisine d'égo. Tu cuisines des pâtes pour des gens moyens, m'avait-elle dit. Ce soir, je mangeais une escroquerie pour des gens riches. Mes pâtes au beurre, faites avec un beurre de baratte, des pâtes de Gragnano et une eau de cuisson parfaitement amidonnée, valant 10 fois ce plat. Parce qu'il y avait de la vérité dedans. Ici, tout n'était que mensonge. J'ai reposé mes couverts en croix sur l'assiette pleine. Le signal universel que le client n'a pas fini ou qu'il n'est pas satisfait. Mais personne ne regardait. Les minutes passaient, la porte de la cuisine battait sans cesse. Vlam, vlam. J'entendais le chef hurler à l'intérieur. Putain, où est Zalpo la sauce bordelaise? Envoie, envoie, le chaos. Amandine, elle, ne voyait rien. Elle était ivre de sa propre image. Elle pensait gérer un palace, elle gérait le Titanic après l'iceberg, et elle continuait de faire jouer l'orchestre. Finalement, un serveur a débarrassé mon assiette pleine. Ça a été? A-t-il demandé machinalement, sans regarder l'assiette, ses yeux rivés sur une autre table qu'il appelait. Non, ai-je répondu calmement. La viande était trop cuite, la purée chimique, et l'ensemble était froid. Il s'est figé une seconde, surpris qu'on lui réponde. Oh, je suis désolé, je vais le dire au chef, il est parti avec l'assiette. Je savais qu'il ne dirait rien. Il avait trop peur. J'ai sorti mon stylo Montblanc. J'ai commencé à rédiger, non pas des notes, mais le corps du texte. Les phrases nous venaient toutes choses seules, tranchantes comme des rasoirs. Le Céleste n'est pas un restaurant. C'est un décor de théâtre en carton-pâte où le client paie le prix fort pour assister à une comédie tragique. Ici, l'arrogance tient lieu d'assaisonnement et le mépris remplace l'hospitalité. La salle commençait à se vider. Les VIP partaient vers d'autres fêtes. Amandine semblait enfin se détendre. Elle a vu que ma table était débarrassée. Elle a vu que je n'avais pas pris de dessert. Elle a pris un terminal de paiement. Elle a décidé de venir m'encaisser elle-même. Pour le coup de grâce, pour savourer mon humiliation financière au moment de taper le code. Elle s'est approchée, un sourire victorieux aux lèvres. Elle ne savait pas qu'elle marchait vers son exécution. La salle du Céleste s'était vidée de sa substance. Les importants étaient partis vers des clubs privés, laissant derrière eux des nappes tachées de vin et des serviettes en boule. Il ne restait que quelques couples égarés et le personnel qui commençait déjà à dresser les tables pour le lendemain, dans un bruit de vaisselle entrechoqué qui trahissait leur épuisement et leur manque de formation. Je suis resté assis, les mains posées à plat sur la nappe, attendant. Le calme au milieu du désastre. J'ai vu Amandine dire quelque chose au maître d'hôtel, lui arracher le terminal de carte bancaire des mains et se diriger vers moi. Sa démarche était un peu moins assurée qu'au début de la soirée. Le champagne avait fait son œuvre, brouillant légèrement sa précision, mais amplifiant son arrogance. Elle est arrivée à ma hauteur, un sourire carnassier aux lèvres. Elle a posé l'appareil sur la table avec un bruit sec. « Alors » a-t-elle lancé, sa voix résonnant un peu trop fort dans la salle semi-déserte. « C'était comment? Pas trop complexe pour ton palais habitué aux spaghettis bolognaises ?» Je l'ai regardée droit dans les yeux, ses pupilles étaient dilatées. Elle cherchait le conflit. Elle cherchait à m'écraser une dernière fois pour valider ses propres choix de vie. C'était instructif, Amandine. Très instructif. Elle a eu un petit rire méprisant. Instructif, c'est le mot des pauvres pour dire qu'ils n'ont rien compris à la subtilité. T'inquiète pas, Julien. Je ne m'attendais pas à ce que tu saisisses la nuance de l'écume de yuzu. C'est de la haute voltige. Elle a tapoté le terminal. L'addition, 412 €. J'espère que tu as prévu le coup. Je ne fais pas crédit, même aux ex, surtout aux ex. 412 €. Pour une entrée décongelée, une viande mal cuite, de l'eau du robinet, facturée comme vieux eau minérale, j'avais vu la bouteille, et un service inexistant. C'était plus qu'une arnaque, c'était un vol qualifié. J'ai sorti mon portefeuille. Pas le vieux portefeuille en tissu qu'elle connaissait, un porte-carte en cuir de veau noir, fin, élégant. J'en ai extrait une carte noire, mate, lourde, une centurion. Le genre de carte qu'on n'obtient que sur invitation, quand on dépense des sommes astronomiques en voyage et en restauration. Le regard d'Amandine a accroché la carte. J'ai vu un éclair de surprise, vite remplacé par du déni. Il a dû s'endetter, a-t-elle dû penser. Il vit au-dessus de ses moyens pour m'impressionner. J'ai posé la carte sur le sans contact. Bip, paiement accepté.
immédiatement, sans code. J'ai vu ses épaules s'affaisser imperceptiblement. Elle s'attendait à un paiement refusé, à un moment de gêne où je bafouillerais des excuses. Elle voulait me voir échouer. La machine, elle, ne mentait pas. J'avais les moyens, largement. Merci, a-t-elle dit sèchement en arrachant le ticket commerçant. Tu peux garder le ticket client. Tu en auras besoin pour tes comptes d'apothicaire. Allez, bonne nuit, Julien. Ne reviens pas, on n'aura plus de place pour toi. Elle a tourné les talons, c'était le moment. Amandine, attends, ma voix n'était pas forte, mais elle avait cette autorité tranchante, celle que j'utilisais lors des réunions éditoriales au siège du Guide quand je décidais de retirer une 3e étoile. Elle s'est arrêtée, surprise par le ton. Elle s'est retournée lentement. Quoi encore, tu veux un autographe du chef ? Non, je veux te laisser un pourboire. J'ai plongé la main dans la poche intérieure de ma veste. J'ai sorti 2 choses. D'abord ma carte de visite professionnelle. Un rectangle d'un blanc pur, cartonné, épais de 600 grammes, gravé en lettres dorées en relief. Le Guide, direction nationale Julien Morel, critique en chef en directeur des enquêtes. Ensuite, j'ai pris mon carnet Moleskine. J'ai ouvert à la page que je venais de noircir. J'ai arraché la feuille. Le bruit du papier déchiré, screech, a semblé déchirer le silence du restaurant. J'ai posé la carte et la feuille sur la nappe blanche, juste à côté de son terminal de paiement. « C'est pour toi, ai-je dit, doucement. »« Lis !» Elle a froncé les sourcils. Elle s'est approchée, agacée. « C'est quoi ça ? Un poème d'amour ? Une lettre d'excuse ?» Elle a pris la carte en premier. Elle l'a tenue entre ses doigts manucurés. Elle a lu. J'ai vu le moment précis où son cerveau a traité l'information. J'ai vu ses yeux s'écarquiller. Elle a relu, 1 fois, 2 fois. Elle a levé les yeux vers moi. Son visage rouge d'alcool et de chaleur, quelques secondes plus tôt, est devenu livide, d'une blancheur de cire. Sa bouche s'est entr'ouverte, mais aucun son n'est sorti. « Le Guide ?» a-t-elle chuchoté. « Lis la feuille, Amandine. » Elle a lâché la carte comme si elle était brûlante. Elle a saisi la page manuscrite de sa main tremblante. Je l'ai vue déchiffrer mon écriture nerveuse et anguleuse. Je connaissais le texte par cœur. Je venais de l'écrire. Les titres, Le Céleste, Catastrophe dans l'assiette, Comment l'ego a tué le goût. Intro. Il est des lieux qui promettent nos plates le paradis et vous servent l'enfer. Le Céleste est de ceux-là. Dirigé par une équipe qui confond arrogance et excellence, cet établissement est une insulte à la gastronomie française. Elle a lu les premières lignes. Sa respiration est devenue saccadée. Elle a sauté des paragraphes, ses yeux courant sur les mots assassins. Wagyu de contrefaçon, service discriminatoire, cuisine sans âme, directrice plus préoccupée par son reflet que par ses clients. Elle a lâché la feuille. Elle a reculé d'un pas, manquant de trébucher sur une chaise. « C'est toi ?» Sa voix tremblait. Elle n'était plus la reine de la nuit. Elle était une petite fille, prise en faute. « Le critique, l'ombre, c'est toi ?» Je me suis levé lentement, ajustant le bouton de ma veste. « Tu m'as dit un jour que je n'avais pas d'ambition, Amandine. Tu avais raison. Je n'ai pas l'ambition de briller. J'ai l'ambition de protéger les clients contre des escroqueries comme la tienne, de protéger l'art culinaire contre des gens qui ne voient la nourriture que comme un moyen de faire du profit. » Elle a regardé autour d'elle, paniquée, comme si les murs allaient s'effondrer. Elle a réalisé l'ampleur du désastre. « Julien, tu ne peux pas publier ça. »« Ah non, et pourquoi ? Tu vas nous tuer. On vient d'ouvrir. On a des crédits sur le dos. François-Xavier a hypothéqué sa maison. Si le Guide sort ça, on est fini. » Elle s'est souvenue. Je l'ai vu dans ses yeux. « Le Jardin, à Lyon. Il y a 6 mois. Ils ont fermé 2 semaines après la critique du Guide. Le chef a fait une dépression. C'était toi. » Il servait du poisson avarié, en le cachant sous des sauces épicées. J'ai fait mon travail, comme je l'ai fait ce soir. Elle s'est précipitée vers moi, m'agrippant le bras. Ses ongles s'enfonçaient dans le tissu de mon costume hors de prix. « Julien, je t'en supplie, je ne savais pas. Si j'avais su que c'était toi, si tu avais su quoi, tu m'aurais donné une meilleure table, tu m'aurais servi une autre viande. » Je me suis dégagé de son étreinte avec un geste sec. « C'est bien ça le problème, Amandine. Tu traites les gens différemment selon leur statut. Un vrai restaurateur traite chaque client comme un roi. Ce soir, tu as servi de la merde à un inconnu parce que tu pensais qu'il ne comptait pas. Manque de chance, cet inconnu compte plus que n'importe qui dans cette pièce. » Elle pleurait maintenant. Son mascara coulait, traçant des sillons noirs sur ses joues parfaites.
Le masque était tombé. On peut s'arranger. Je peux te rembourser. Je te fais un virement tout de suite. Je te donne 5 000 euros, 10 000. Oublie cet article, je t'en prie. On changera la carte, je virerai le chef, je ferai tout ce que tu veux. La corruption, la dernière étape de la déchéance. Je l'ai regardée avec une pitié froide. C'était triste, elle était pathétique. Garde ton argent, Amandine, tu en auras besoin pour payer tes fournisseurs quand la salle sera vide. J'ai ramassé ma carte de visite sur la table, mais j'ai laissé la page déchirée. Le texte part à l'impression demain matin à 8 heures. Il sera sur le site web à midi et dans l'édition papier la semaine prochaine. J'ai commencé à marcher vers la sortie. Julien, non, attends. Elle a couru pour me barrer la route, se mettant en travers du chemin, les bras écartés. Les serveurs regardaient sur la scène, pétrifiés. Ils n'avaient jamais vu leur tyrannique patronne dans cet état. Fais-le pour nous, pour ce qu'on a vécu. Tu m'as aimé, Julien. Je sais que tu m'as aimé. Ne me détruis pas par vengeance. Je me suis arrêté à quelques centimètres de son visage. J'ai senti son haleine chargée d'alcool et de peur. Tu te trompes, Amandine, ce n'est pas une vengeance. J'ai tapoté ma poche où se trouvait mon carnet. C'est une critique, juste une critique, objective, factuelle. J'ai marqué une pause, la regardant droit dans les yeux pour la dernière fois. Tu as servi du faux, tu as vendu du faux, tu as vécu dans le faux. La vengeance, c'est personnel. Ce que j'ai écrit là, c'est purement professionnel. J'ai contourné sa silhouette tremblante. J'ai traversé la salle. Personne n'a osé m'arrêter. Le portier molosse s'est écarté comme si j'étais radioactif. J'ai poussé la lourde porte vitrée et je suis sorti dans l'air frais de la nuit parisienne. Derrière moi, à travers la vitre, j'ai vu Amandine s'effondrer sur une chaise, la feuille de papier froissée contre sa poitrine, seule au milieu de son palais de carton-pâte qui commençait déjà à prendre l'eau. Le verdict était tombé. La sentence était irrévocable. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. L'adrénaline est une drogue puissante, mais la certitude d'avoir fait ce qui était juste est un calmant plus efficace encore. J'ai passé la nuit à relire mon article, à peser chaque mot. Je ne voulais pas être cruel. Je voulais être juste, et la justice parfois ressemble à une exécution. À 8 heures pile, j'ai appuyé sur « Envoyer ». À 12 heures, la critique était en une du site numérique du Guide. Le titre barrait l'écran en lettres noires, le céleste, l'étoile filante qui s'est écrasée au décollage. L'effet fut immédiat. À l'ère des réseaux sociaux, une réputation met des années à se construire et quelques minutes à s'effondrer. Mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer. Des notifications, des retweets, des partages. Le monde de la gastronomie était sous le choc. L'ombre avait frappé. 2 mois plus tard, l'hiver s'était installé sur Paris. Un vent glacial balayait les feuillets mortes le long de la rue de Rivoli. J'ai remonté le col de mon manteau en laine et j'ai marché, mais pas mon conduit, presque inconsciemment, devant le numéro 42. Il n'y avait plus de cordon de velours rouge. Il n'y avait plus de portier molosse. La grande baie, vitrée, autrefois étincelante, était couverte de blanc de meudon. Une affiche jaune, criarde, était scotchée de travers sur la vitre. Locaux commerciaux à louer, saisine judiciaire. Je me suis arrêté, j'ai regardé, j'ai appris par des bruits de couloir ce qu'il s'était passé. Dès la publication de l'article, les réservations avaient chuté de 90% en 48 heures. Les fournisseurs, sentant le vent tourner et alertés par ma mention des produits de mauvaise qualité, avaient exigé d'être payés comptant. La banque, voyant le navire couler, avait coupé les lignes de crédit de François Xavier. Amandine avait essayé de se battre. Elle avait tenté de lancer une campagne de presse pour dire que c'était un complot, une vengeance personnelle. Mais personne ne l'a écouté. Quand le guide parle, le monde écoute. Et surtout, les clients qui étaient venus avaient confirmé mes dires sur les réseaux. Le critique a raison, c'est immangeable, une arnaque. Le restaurant n'avait pas tenu 3 semaines. J'ai imaginé Amandine à l'intérieur, au milieu des cartons, voyant son rêve de gloire finir dans la poussière. Je n'ai ressenti aucune joie sadique, juste une forme de tristesse pour le gâchis de l'argent, le gâchis de l'énergie et surtout le gâchis de l'humilité. Elle avait voulu toucher les étoiles sans apprendre à voler. Elle s'était brûlé les ailes. Je me suis détourné de la vitrine, j'avais faim. Ce soir-là, je n'avais pas envie de nappe blanche, ni de cristal, ni de courbettes. J'ai marché 2 rues à plus loin, vers une petite place mal éclairée.
Là, au coin, il y avait une petite roulotte. Un food truck avant l'heure, tenu par un vieil homme, Marco. Une légende du quartier. Bonsoir Marco, ai-je lancé en m'approchant. Le vieil homme a levé les yeux de sa plaque de cuisson. Son visage s'est illuminé. Monsieur Julien, ça faisait longtemps, comme d'habitude. Comme d'habitude, Marco, avec tout. Il a souri et s'est mis au travail. J'ai observé ses mains. Elles étaient lentement ridées, marquées par le travail, mais d'une précision chirurgicale. Il a pris un pain brioché frais du matin, qu'il a fait toast légèrement sur la plaque pour qu'il soit croustillant dehors et moelleux dedans. Il a saisi une saucisse, pas de l'industriel, une saucisse de Montbéliard fumée au bois de résineux qu'il faisait venir directement d'un artisan du Jura. Il l'a posée dans le pain. Puis de l'amcho, la magie. Ça compotait d'oignons, des oignons jaunes qu'il faisait confire pendant 5 heures avec un peu de vin blanc et de miel, jusqu'à ce qu'ils deviennent bruns, sucrés, fondants. Une ligne de moutarde à l'ancienne. Quelques cornichons coupés fins pour l'acidité. Il m'a tendu le hot dog enveloppé dans un simple papier craft. Tiens, c'est mon ami, ça fait 6 euros, j'ai payé. J'ai laissé la monnaie, je suis allé m'asseoir sur un banc public, face à la Seine. Il faisait froid, mais le sandwich me chauffait les mains. L'odeur est montée jusqu'à mes narines. Ça sentait la fumée, la viande, le sucre des oignons, le pain chaud. Ça sentait le vrai. J'ai croqué dedans, le crack de la saucisse sous la dent, le jus parfumé qui s'en échappe et imbibe la mie du pain. Le contraste entre le piquant de la moutarde et la douceur des oignons confits. C'était simple, c'était rustique, mais c'était parfait. J'ai fermé les yeux, savourant chaque bouchée. Amandine cherchait le luxe dans le prix et l'apparence. Elle n'avait jamais compris que le véritable luxe, c'est l'émotion. Ce hot dog à 6 euros valait tous les menus dégustation insipides du monde, parce qu'il avait été fait avec respect. Respect du produit, respect du client. J'ai repensé à sa dernière phrase. Tu n'as pas d'ambition. J'ai souri, la bouche pleine, seul dans la nuit parisienne. Mon ambition n'était pas de posséder le monde. Mon ambition était de le goûter, de séparer le vrai du faux, le bon du mauvais. J'ai fini mon repas, j'ai essuyé le coin de ma bouche avec le dos de ma main. Je me sentais léger, je me sentais libre, l'estomac plein et la conscience tranquille. C'est ça, le goût du bonheur.